Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et ce matin, Laurent Baffy recevait dans son émission intitulée cette semaine au suivant Florent Pagny pour son CD Pagny chante Brel. Extrait. Paul, bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Paul? Très bien. Que fais-tu en ce dimanche matin? Pas grand-chose. Je me promène dans la forêt avec mes chiens. C'est une métaphore? C'est une métaphore? L'art du scénario, quand même. C'est un code? D'accord. Qu'est-ce que tu as comme chien? 2 bergers allemands. Non, je rigole, on s'en branle. Quelle est ta question et pour qui, et pourquoi et comment? Ah, moi je voudrais demander à Florent si ça le gonfle pas trop de récupérer l'ex-Paris-Dakar dans ces pays d'Amérique du Sud, là-bas. Ah, direct le débat. Ah oui, c'est vrai. D'entrée de jeu. J'ai entendu parler, c'est vrai, mais c'est dans le nord. Enfin, Donc c'est ça dans le passe sud, pas mais par c'est chez dans toi. le nord. C'est-à-dire qu'apparemment... Tu es content de cette phrase? Oui, parce qu'elle nécessite forcément explication, donc débat, donc un truc qui sera coupé au montage. Donc, C'est donc Danny Boone qui va récupérer le Paris-Dakar. Ah, dans le Nord. oui, Ah ça, oui, oui, dans oui, le ça Nord. pouvait être C'est ça, les mais ch'tis, allez, maintenant, tout est référence. Il y avait longtemps. Hein. Cédric. Salut Laurent. Ah, toi, tu as bien la patate ce matin, moi Cédric. je toi. Moi je voulais savoir si en fin de compte ça te saoulait pas un petit peu qu'à chaque fois on te prenne pour le rebelle de la variété. Pep va répondre à sa place. Eh bien, non, et en fait, ça me fait plaisir que tu me lui poses la question. Cédric. Non, j'aime bien, je suis rebelle, mais c'est naturel chez moi. Et j'ai pas décidé d'être un rebelle, c'est que voilà, et puis quant à la vérité, c'est très bien qu'elle existe, mais je suis un rebelle de la variété. Voilà, Cédric. Et encore une petite question pour Laurent, à quand le BVP, le retour? Bientôt. Et à quand ton départ, Cédric? Oh pareil. Allez, ciao. Allez, bisous. Bonjour, Olivier. Bonjour, j'ai une question pour Florent. Il t'écoute. Quel souvenir il a de Carla Bruni ou qu'est-ce qu'il en pense Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'il pense d'elle actuellement, quoi, en fait? Quelqu'un m'a dit. Comment? Non, rien, c'est un toc. Oh non, c'est... Quelqu'un m'a dit. Oh, écoute, c'est pas comme ça du tout. Comment elle fait? Oui. Ouais, non, moi c'est... Attendez, vous pouvez attendre que Julie ait terminé? Vas-y, Julie. Que tu me mets encore. Serait-ce possible alors? En même temps, c'est facile de l'imiter. Hein. Attends, tu peux nous faire Fernandel, Julie? Félicie aussi? Allez, enchaînez. Eh ben, Est-ce que je pourrais avoir des entrées pour Toc Toc? oui, Ah. bien sûr. Est-ce que tu feras le voyage jusqu'à Paris? Oui, parce que je dois y aller bientôt. Olivier, merci d'avoir appelé. À bientôt. Mais à bientôt, Laurent. Bonjour, Arlette. Oui, Ah, bah bonjour. voilà, une fille. Des filles. Ah, Bonjour à Arrête. toute l'équipe, voilà. Hmm. Je suis contente de vous avoir. Je voulais vous demander à Florent quand il pensait refaire un disque d'opéra. Non, Arlette, avec sa belle Arlette. voix. Il faudrait poser une question à Pef qui est là et... Et Non, auquel- c'est à Florent que je veux parler. Non. Très vite, hein. Parce Arlette. que je l'aime depuis le début. Oui. J'ai aimé tous ses looks, j'aime toutes ses chansons. Bien sûr, Arlette, mais Pef, il faut s'intéresser à Pef. Mais je le connais pas. Que voulez-vous que je lui demande? je Qu'il sais fait pas. beau chez lui, je sais pas. Mais non, mais Pef, il faisait partie des Robins des Bois, il a fait des films, il a été réalisateur, maintenant il a encore un film et tout le monde s'en fout. Bah, tant mieux pour lui, mais non. Alors, Arlette, quelle est ta question pour Pef? Ah ben, je sais pas, moi. Alors, Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il aime les femmes ou est-ce qu'il aime les hommes? Ah ouais. Non, mais... Alors Pef, Très bonne question. est-ce que tu es marié? Est-ce que tu aimes les femmes? Est-ce que tu aimes les hommes? Je suis pas encore marié, mais je suis déjà très amoureux, mais je sais pas encore de qui. Et j'aime bien tous les gens qui m'aiment. Ah bon? Bon, Oui. ben, moi je vous aime aussi, alors dans ce cas-là, mais j'aime mieux Florent. Et Arlette, elle rebondit bien. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la carrière de Pef, Arlette? Oh, Allez-y, vous êtes très bonne. Arrête de te caresser parce que là, non. Ça parasite un peu l'émission. mais je ne sais même pas s'il est petit, s'il est grand, gros, mince, blond ou brun, j'en sais rien, moi. Je le connais pas, je parle à Florent. Pef. Alors, décris-toi, Pef. S'il aime les femmes, tant mieux. S'il aime les hommes, ben, tant mieux aussi pour lui. Et puis, ben, qu'il soit heureux, c'est tout. Tant ce mieux que pour j'ai à les dire. hommes aussi. Je sais Oui. moi, je sais, d'après ce que j'ai vu toujours, que Florent est heureux, et c'est tout ce qui m'intéresse. Oh, c'est mignon. C'est gentil. Arlette, ta question moi, pour ça- Pef. J'en ai plus. Ça y est, j'ai tout En tout écouté. cas, Arlette, Laisse-la t'as poser t'as un sa rire question, formidable. T'as un rire communicatif. Un peu con, certes. Mais communicatif. Bon, Tu fais quoi dans la vie, Arlette? Je vais Je pas... suis retraitée.
Je vais avoir 72 ans. Oh, dis donc, tu fais beaucoup plus. Ouais. Et tu faisais quoi avant? Je croyais que t'allais dire plus jeune, arrête. Oui, mais ça fait rien. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que j'ai pas 20 ans que je dois pas aimer Florent. Je l'aime depuis le début, depuis ce qu'il chante. Et voilà, j'ai aimé tous ses looks et il est toujours tellement bien. Mais toujours qu'est-ce qui gentil, t'attire tellement chez sympa. PEF? Qu'est-ce que vous dites? Tu es contente que Florent ait chanté Brel? Ah non, c'est pas là qu'il faut rire, Arlette. Hein. C'est pas là du tout. Je crois que c'est une vanne. Non, non. Moi, je l'aime dans tout ce qu'il fait. De toute façon. Et tu trouves qu'il chante bien Brel? Bon, j'aimais pas trop. Et tu préfères quand Brel chante Florent Pagny? Ah, ça lui serait difficile en ce moment, je pense. Écoute. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Génial. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui on peut s'arranger. Alors Arlette? Bon, ben... Ouais, non, j'aime mieux sa voix normale. Sa voix normale, sa voix de baryton, c'est super. Non, qu'il reste comme il est, qu'il essaye pas sur les chansons des autres. Pour moi, non, ça, j'achèterai pas. Quel est ton chanteur préféré, Arlette? Ah, ben moi, vu mon âge, j'aime bien d'abord Florent Pagny. On a compris, oui. Ty Brandt, Frédéric François. Voilà, enfin, ce que j'aime, quoi. Bon. Et puis Julio Iglesias, bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah bah alors, Bon, Arlette. évidemment. Jules des églises. Bah, ça va sans dire. Voilà, tout ce qui est romantique, tout ce qui est bien. Et les chansons paillardes aussi, tu aimes bien, on m'a dit? Oh, non. Florent, Bon, on les écoutait si on va une soirée, ouais, mais j'achèterai pas. tu chantes bien les chansons paillardes. Ah, toi. j'en connais aucune. Bah, même mes chansons, vrai hein, j'en Ah connais bah aucune. dans moi, le je Nord, plaisante. c'est elle a des grosses patates, ma tante Charlotte. Voilà. Continue. Et Florent qui les plotte, des grosses patates. Continue, Arlette. On a du lourd, La 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 la. C'est pas mal. Tu connais celle-là? La bite à Florent, que l'on croyait perdue. Bien, C'était l'Arlette qu'il avait dans son cul. Ouais, je connais, ouais. Je connais aussi. Ah ouais, et c'est 2 heures l'émission parce que... Oh ben moi c'est tout mon temps, je suis retraitée alors. Et je suis en train de faire mon petit apéritif avant de chanter d'ailleurs. Laurent Ruquier à 5h26. Et bien ce matin, l'énigme posée par Laurent nous conduit dans le Kansas. La police de Ness City, dans le sud du Kansas, a récemment découvert une femme qui n'avait pas bougé depuis 2 ans. De quel endroit? Pas bougé, ça veut dire. Elle est morte. Elle ne bougeait plus. Non, elle n'était pas morte. Elle n'était pas morte. Elle était tétanisée, quoi. Ça faisait 730 jours qu'elle était au même endroit. Mais sur les chiottes. Sur les chiottes, bonne réponse de Sophie Garrel. Ben bah, écoute, ça c'est une question constipée, mais ça peut arriver. C'est le compagnon de cette femme âgée de 35 ans seulement qui a appelé la police le 27 février dernier. Il n'avait plus de nouvelles. Ouais, exactement. Expliquant qu'il y avait un problème avec sa femme. Eh oui, les WC étaient fermés de Je vous l'intérieur. lis l'article en plus, c'est ça qui est c'est pas vrai. Au bout de 2 ans. C'est où ça? Dans le Kansas, à Kansas City. Mais attendez, est-ce qu'elle était morte ou est-ce qu'il la nourrissait, je sais pas, en lui passant des crêpes sous la porte? Une fois les policiers arrivés sur les lieux, la femme a d'abord refusé l'aide des services d'urgence avant de se laisser convaincre d'aller à l'hôpital. Nous avons arraché le siège des toilettes avec une barre de fer et le siège est venu avec elle à l'hôpital, a expliqué Brian Whipple, le shérif du comté de Ness. C'est l'hôpital qui a enlevé le siège. Elle n'était pas collée, elle n'était pas attachée, elle était juste physiquement coincée par son corps. Ça faisait ventouse. Voilà. Bah oui, à force de tirer de la chasse, ça... Le mari, lui, âgé de 36 ans, n'a pas expliqué pourquoi il avait attendu 2 ans avant d'appeler la police. Il a affirmé aux inspecteurs qu'il apportait tous les jours à boire et à manger à sa femme. Et mais où il allait pisser, lui, alors? Mais c'est pour ça, si tu vas au bout de 2 ans, il a commencé à trouver qu'il avait du mal à se retenir. Il avait du mal à se retenir. C'est l'horreur, cette histoire. C'est-à-dire, on ne le dira jamais assez, au bout d'1 an, prévenez la police. Excellent.
année, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Virginie Lemoine, Pierre Bénichou, Maman, Philippe Gueluc et Jérôme Bonaldi. Quelle forme Jérôme Bonaldi en ce lundi? Oui. Pas vous, ces lunettes qui traînent là. Je signale à toute la maison Europe 1 qu'une paire de lunettes a été laissée dans ce studio. Est-ce que ce sont les lunettes de Julie, de Jean-Pierre Elkabbach, de Jean-Marc Morandini? Puisque nous sommes dans le studio Coluche aujourd'hui. Donc elle traîne, le ménage ne serait pas fait souvent quand même. Philippe Gueluc, vous avez été évacué au Salon du Livre hier? Oui, enfin pas moi personnellement, parce que j'avais un badge me donnant l'accès au Salon du Livre, puisque je signais hier. Enfin, j'ai eu de nombreuses activités au Salon du Livre, signature chez mon éditeur, signature au stand Télérama, enfin des choses. Et pendant la signature chez Télérama, figurez-vous qu'il y a une dame qui dans les micros a dit « Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît, nous allons vous demander de quitter le Salon du Livre car nous devons faire quelques vérifications techniques. Sortez dans le plus grand calme s'il vous plaît. » Bon, évidemment ça veut dire il y a une alerte à la bombe, foutez le camp. Et en fait c'était une blague belge. Mais non, je crois que le type qui a téléphoné avait pas un accent tout à fait belge. En fait c'est évidemment crétin et on se demande pourquoi c'est pas arrivé plus tôt avec les gens qui veulent boycotter le salon à cause de la présence du stand israélien. Que tu dédicaces que je sois là, c'était juste pour... Attendez que le Gueluc soit là et qu'il soit bien parti dans ses dédicaces et lancer le truc. Non, moi je soupçonne ma femme. Pas que c'est Bruno Mazur. Non, je crois plutôt que c'est ma femme qui a fait ça pour que je sois plutôt rentré à la maison. Mais voilà, sinon c'était très bien. Je revenais de Bruxelles, figurez-vous. Oui. J'ai dû faire un aller-retour samedi soir. Vous savez pourquoi? Oui, je sais pourquoi. Pour les 15 minutes de retard que vous nous avez rendus avec Michel Drucker. Que Michel Drucker a fait, mais moi je les ai rattrapés parce que figurez-vous qu'il m'a fait faire 600 km pour 1 minute 23 de conversation. C'était nul. C'est pas vrai. Non. Moi je l'ai regardé. Et toute ma famille regardait. Et il m'a balancé en 2 coups de fer à peau. Je n'ai regardé cette émission que parce que j'avais mon ami Gueluc qui était dedans. Et je me suis dit, il va dire, quand même, voilà, voici le Belge le plus célèbre de France, celui dont on ne parle plus de Jacques Brel, on parle de lui maintenant. On ne parle plus de Tintin, on parle du chat. Non mais ce qui est vrai, c'est le Belge le plus célèbre de France. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant des années. Je peux dire qu'un ami merveilleux c'est. Et d'ailleurs, il va vous imiter, je sais plus, qu'est-ce que de trucs comme ça. Il va vous faire Titanic. Il va vous faire Titanic, il va faire le con et tout ça. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, vous connaissez tout machin, il parle de plus en plus comme Guilux. C'est formidable. Pendant 7 ans, travaillé ensemble. Au revoir, Philippe Gueluc. Au revoir, Philippe Gueluc. Oh, mais j'ai trouvé ça nul. Et moi aussi, j'étais épuisé. J'ai pris le train. Je me suis couché à 2h du matin. Je me suis relevé à 7h le lendemain pour être au Salon du Livre. On n'est pas fâché avec Michel Drucker non, mais pour pas autant. Du tout. Attendez, mais évidemment, mais bien sûr que non. Et en plus, je comprends parce qu'il avait interviewé Franck Michael pendant 10 minutes, un peu plus tôt dans la soirée. Puis il fait pas ce qu'il veut. À la suite, comme ça, c'est pas possible. Mais non, mais bien sûr, mais il sait bien que moi, 30 secondes, j'aurais fait 800 kilomètres. Bien sûr. Bien sûr. Je ne calcule pas le kilomètre, vous voyez, le rapport kilomètre-bavardage. Mais enfin, quand même. Mais enfin, quand même. Là, j'étais dans le 6e, je suis venu chez vous, ça fait 5 minutes que je parle, ça c'est rentable. Première question sur les municipales, vous êtes d'accord? Oui. C'est parti. Natacha Bouchard est un nom qui n'a pas été beaucoup prononcé hier soir pendant les résultats électoraux. Et pourtant, l'UMP pourrait s'enorgueillir de sa victoire. Quelle ville a gagné Natacha Bouchard? Aïe. Elle a reprise à la gauche? Quelle a reprise à la gauche? Une UMP, alors. Oui, c'est assez rare pour qu'on puisse quand même souligner son nom. C'est l'une des villes reprises à la gauche dans le genre Calais. Calais, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Voilà quelqu'un qui a bien suivi la soirée. Reprise aux communistes. Reprise aux communistes, Calais, très bien. Autre question, qui a déclaré quand on a appris que Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation, était perdant à Périgueux? Il faut être fair-play. Moi aussi, quand j'ai été ministre, j'ai été battu de quelques voix. Jacques Lang. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh là là. Ça fuse, hein. Magnanime, Jacques Lang, quand même. Hein. Pourquoi il a été... C'est la solidarité des ministres de l'Éducation? Non, parce qu'il l'avait drôlement attaqué dans les colonnes du Nouvel Observateur la semaine dernière. Peut-être qu'il veut son poste aussi. Il veut revenir. Il veut tous les postes, Jacques. Ah oui. Enfin, tout ce qu'on veut. Non, il veut la culture. Bon, oui, mais il veut pas être ministre de la culture, il veut être la culture. Il nommerait un ministre
c'est-à-dire quelqu'un qui s'occuperait de lui. Mais ce serait lui la culture. Ils n'ont pas tous été aussi magnanimes que Jack Lang, que ce soit à droite ou à gauche hier. C'est quand même rigolo les soirées électorales quand on les regarde. Madame Rachida Dati était une fois de plus à mourir de rire quand même. Vous l'avez regardé? Elle est vraiment nulle. Hein. Ah non, mais c'est incroyable. Elle était, alors que à gauche personne ne s'énervait face à elle. À un moment donné, elle a fait. Et puis arrêtez d'être hargneux comme ça. Et dès qu'elle apparaît sur l'écran, on a l'impression qu'on s'est trompé de chaîne et qu'on regarde Fashion TV. Elle a encore maigri. Hein. Elle a encore maigri. Hein. C'est assez incroyable quand même. C'est fou. Autant il y avait Xavier Bertrand, Jean-François Copé-Bron qui raisonnablement défendaient leur parti, quoi, comme il faut le faire. Mais alors, je crois qu'elle c'est pas argumenté. Mais alors, je vais vous dire une chose, c'est que c'est ces gens qui ont tellement de mérite. Et personne ne lui contestera le mérite qu'elle a. À savoir qu'elle est sortie d'un milieu défavorisé, qu'elle a fait toutes ses études sans passe-droit, sans rien, qu'elle est arrivée à ce truc-là. Elle n'a pas l'idée de ce que peut être un échec. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, quand elle n'est pas reçue première, ou que ses idées ne triomphent pas, elle pense que c'est un scandale épouvantable et elle peut pas se tenir. Moi, je connais un type qui a fait une dépression nerveuse et qui était un type formidable et tout parce que il a eu un petit truc dans son boulot et je connaissais. Et c'était un type fantastique. Et son patron m'a dit, mais vous savez pourquoi? C'est un type c'est un méritocrate qui n'a jamais eu un échec dans sa vie. Donc un petit échec, un copain qui lui dit bah non c'est pas ton bureau c'est le mien tout ça, le type mais il est devenu fou. Vous connaissez tous son nom? Nico, non c'est pas vrai. Non mais Philippe Gueluc. Non mais c'est formidable, il décrit ça formidablement comme d'habitude. Mais je trouve que dans le système électoral français, il faudrait ajouter quelque chose. C'est-à-dire mettre sur le bulletin de vote non seulement on vote pour quelqu'un ou pour un parti, mais rajouter une petite boîte à suggestions, vous savez comme. Parce que dans l'analyse des résultats, vous entendez l'un, vous entendez l'autre, c'est incroyable. Il dit les Français ont envoyé un signe fort. Oui. Alors les uns disent oui pour que nous accélérions les réformes, et la droite, et les autres non pour qu'on change tout et pour qu'on freine les réformes. Donc le signe il est fort certes, mais il est complètement incompréhensible puisqu'on ne sait pas ce qu'ils ont voulu dire puisque les uns disent ceci, les autres disent cela. Enfin on sait qu'à droite ils étaient un peu de mauvaise foi, c'était des consignes qui venaient de l'Élysée, ils pouvaient pas dire le contraire, ils n'avaient pas se mettre à dire oui on a été battus, oui la politique du gouvernement n'est pas bonne, oui voilà, mais c'est pas pour autant qu'ils feront ce qu'ils ont dit hier. C'est-à-dire que Libération, c'est normal, Jean de gauche, et bing, le Figaro dit la gauche, la déferlante, titre parisien. On voit Gisbert, patron du Point, qui dit c'est une bérésina pour la droite. Moi, je trouve pas. Ça, ils ont perdu quelques trucs, mais ils ont quand même. Paris, par exemple, c'est un grand échec, moi, je trouve. Ça n'a pas bougé. Paris, ça n'a pas bougé. Il y avait deux arrondissements, il y avait deux arrondissements à prendre qui étaient vachement importants, qui étaient le 5e, celui de Tibéri. Oui, il faut qu'on refasse les comptes dans le 5e arrondissement. Faut qu'on aille visiter les cimetières. Et les procurations. Non, mais c'est vrai, tout le Panthéon a voté dans le 5e. mais vous savez, dans le 5e, c'est la seule élection qui a provoqué une réaction internationale. Le Dalai Lama a dit au moins dans le 5e, le Tibéri. Non mais Pierre, vous êtes à la fois juste et injuste. C'est vrai attendez, Paris, ça me déçoit. Juste une chose, Bertrand Delanoë espérait effectivement avoir plus d'arrondissements que la dernière fois. Il n'en demeure pas moins que le score global de la gauche et du Parti socialiste et de Delanoë à Paris est plus fort encore qu'en 2001. Et en plus, on n'a pas un siège de plus. Et en plus, il est quand même maire sortant, ce qui veut dire que il conserve tous les arrondissements gagnés il y a 6 ans, ce qui ne pouvait ne pas forcément être le cas, puisque ça fait des années que Paris était à droite. Et je suis tout à fait, comment dire, favorable. D'abord, personnellement, je peux le dire, je suis favorable à ce monsieur, et sa victoire me semble une belle victoire. Cela dit, c'est vrai que c'est là qu'on attendait qu'il gagne le 1er, le 5e et le 15e, et il les a pas gagnés. Quoique le 5e, on a cru jusqu'au fromage. À l'apéro, on s'est dit bon c'est gagné. Et au fromage, est-ce qu'il n'y a pas un connard, un gosse
Les gosses, ils regardent la télé maintenant. Quand il n'y a pas de porno, ils regardent la politique. L'arrivée, il dit, bah alors Tibéri, il a encore. J'ai dit, bah arrête, C'est vrai que pendant la première heure, TF1 annonçait Lynn Cohen-Solal, la candidate socialiste, gagnante. Virginie. J'ai dialogué une fois avec Rachida Dati en direct sur l'antenne d'Europe 1. On était appelés à téléphoner pour poser des questions, soit à Manuel Valls, soit à Rachida Dati. C'était entre les deux tours. Moi, je suis marraine officielle. D'après ça, je vais aller en prison puisque c'est interdit maintenant d'un sans-papier. Donc, on disait appelez et demandez si vous avez des questions à poser sur la gestion donc des sans-papiers, si d'aventure, soit Madame, j'ai un trou de mémoire. Rachida Dati, non. La candidate socialiste. Lynn Cohen-Solal. Non, la présidentielle. Ségolène Royal. Je suis très fatiguée. On l'a déjà oublié. Soit donc Nicolas Sarkozy est élu. Donc, posez vos questions. Alors, j'ai appelé. C'est quelle émission d'Europe le soir. Voilà, très sympathique que j'écoute tous les jours, c'était très bien. Et puis on dit donc on va prendre un dernier candidat, Virginie. Allez-y Virginie, posez votre question. Et là je me présente, je dis voilà bonjour, je m'appelle Virginie Lemoine, je suis donc une comédienne, je joue une petite série à Bordeaux. Et c'est à cette occasion qu'on m'a présenté un jeune homme très bien, une vingtaine d'années, qui correspond à tous les critères que vous exigez pour donner des papiers à quelqu'un qui n'a pas de papier. Bref, je voulais savoir si d'aventure Nicolas Sarkozy est élu. Est-ce que quelqu'un qui parle parfaitement français, qui a un diplôme, qui a du travail tout de suite, la possibilité de travailler tout de suite, qui ne sera pas une charge, a des chances d'avoir ses papiers. Je vous assure qu'elle m'a répondu de telle façon, j'ai reçu une décharge électrique. C'est vrai? Je pouvais plus tenir debout. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Non, parce que ce sera un appel d'air. Non, ce sera non. Rachida Dati. C'est les immigrés qu'on appelle ceux qui sont montés et qui retirent l'échelle derrière eux. Alors bêtement, j'ai dit mais il a été torturé dans son pays. Ben je n'ai pas le dossier, je ne peux pas répondre. Et donc Manuel Valls a dit mais écoutez si Ségolène Royal est élu, voilà exactement quelqu'un à qui je donnerai ses papiers. Je suis sortie du taxi, je tenais plus sur mes jambes, je suis arrivée au théâtre. Ouais. On a été chercher le metteur en scène dans les coulisses en disant il y a une spectatrice qui est malade. Et on m'a donné des anti-inflammatoires, j'étais comme ça. Non mais c'est vrai. Ah ouais je vous promets que c'est vrai. J'ai mis 24 heures à m'en remettre. Qu'elle file le trac. Hein. Ah ben oui, mais c'est une raison. Particulièrement sensible, mais je vous assure que j'ai mis 24 heures à m'en remettre. Le directeur qui vient devant le rideau, la représentation n'aura malheureusement pas lieu ce soir, la comédienne ayant parlé avec Madame Rachida Dati. Allez, on se retrouve après la pub pour continuer à parler des municipales avec d'autres questions. D'autres questions, c'est encore une question qui concerne les municipales. Quelle ville n'avait pas connu de maire socialiste depuis 1848 et on a donc un depuis hier? Calais. Non, pas Calais, on a dit tout à l'heure Calais. Metz. Ah voilà. Il sait tout, Bonaldi. Je pensais Metz, j'ai dit Calais. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est la ville de Metz qui n'avait pas connu de maire socialiste depuis 1848. C'était Monsieur Roche qui... alors j'ai même pas le nom du maire de gauche d'ailleurs qui a été élu à la place Metz. de Roche, oui. Le Parti Socialiste existait déjà en 1848. C'était François Hollande déjà qui le dirigeait d'ailleurs. On va voir si vous connaissez bien les noms des nouveaux élus. À Toulouse, le maire s'appelle Cohen. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non, vous avez bien suivi la soirée électorale quand même. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour Cohen, en même temps, il s'appelle Cohen. Hein. C'est malin ça. Ah oui, il se serait appelé Ben Loulou, il l'aurait su aussi. Hein. Pierre Bénichou, défendez-vous enfin. Je vais pas me défendre contre une telle vulgarité. Non, je veux dire, c'est un nom facile à retenir. N'oubliez pas qu'il vient du même pays. Donc du même pays que Hergé et que comment s'appelle-t-il, et que De Grelle. Et que Léon. D'ailleurs, c'est pour son deuxième prénom, c'est Léon. Quel salopard. Pourquoi? Et dites un mot sur Ségolène Royal qui, comme l'a remarqué un mot sur Ségolène Royal? Non. Ah, non. Mais non, c'est pas ça que je vous demandais. Je vous demandais. Ils sont cons. Comment ils sont cons? Toute la presse. Comment ils sont cons? Gueuleux. Mais pas Bonaldi et moi. Quant à notre charmante jeune femme, qui est là, on peut dire. Toute la presse aura remarqué quand même ce matin qu'hier soir, le réalisateur de TF1 avait cadré effectivement Ségolène Royal de telle manière à ce qu'elle soit quasiment sur l'épaule de François Hollande pendant que François Hollande parlait. C'était assez mignon de revoir le couple. Ben oui, c'est les couples, hein, ça se revoit.
C'était tourné manège, on disait. Mais elle n'était pas présente dans le studio. Non, elle était dans le Oui, mais donc il l'avait dans le dos aussi. Oui, il l'avait dans le dos aussi. Mais c'était assez drôle à voir, non? Dites-moi, mais je ne connais pas assez l'histoire politique de votre pays pour être sûr de ce que je vais dire, mais est-ce que chaque élection municipale qui a suivi un grand rendez-vous électoral ne va pas toujours dans le sens, le vent ne se met pas à souffler dans l'autre sens à chaque fois? Presque chaque fois. Presque chaque fois. Donc les types qui parlent très sérieusement, vous voyez le signal fort et tout, c'est chaque fois pareil. Oui, toujours. Donc c'est normal. Allez, un peu de musique, on quitte la politique avec le nouvel album de Raphaël. Je sais que la Terre est plate. Sur cet album figure une chanson qui s'appelle Concordia. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça a un rapport avec le Concorde? Concordia. Pas du tout. Moi, j'ai bien connu le Concordia. C'était un foyer pour jeunes filles, rue Tournefort, à Paris, dans le 5e, de chez Tibéri. Et c'était un foyer qui avait été un foyer chrétien et qui était devenu un foyer laïque. Et normalement, on n'avait pas le droit d'y aller. Normalement. Tu vois comme je veux dire? C'était les jeunes filles qui habitaient là. Oh, le Concordia, c'était bien. C'était en haut d'un petit Oui, mais c'est pas ça. Pas loin de la mosquée. C'est Gérard Manset qui a écrit le texte de cette chanson, mis en musique par Raphaël. Quoi, qu'est-ce que vous dites? On dit pas Gérard Manset, on dit Gérard Mansu. Oh non. Vous savez qu'en Belgique, à Waterloo, donc au sud de Bruxelles, il y a un chauffagiste qui s'appelle vraiment Gérard Manfroy. Ah oui? Ah oui, un plombier chauffagiste. Le type, il fait un carton depuis 30 ans. Gérard Manfroy. Ah, c'est monsieur et madame Pelafenêtre qui ont 3 enfants. C'est comment? Pelafenêtre? Monsieur et madame Pelafenêtre ont 3 enfants. J'ai froid, Angèle et Firmin. J'ai froid, Angèle, Firmin Pelafenêtre. Ah, c'est joli. C'est un vieux classique. C'est un vieux classique. Concordia, alors. Moi, j'ai failli aller dans un Concordia, mais il y a 1 an. Mais c'est loin. C'est un foyer, mais de scientifiques dans l'Antarctique, au pôle sud. Ah, moi, quand j'étais étudiante, j'allais rarement en Antarctique. Rien à voir avec ça. Il y a eu un accident d'un Concordia à Gare-Négonessa, non? Non, mais alors, écoutez, c'est pas si, enfin, il y a un petit, non, en plus, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'actualité ces derniers jours. C'est ce qu'il y avait entre Ségolène et François Hollande? Non. C'est un lieu, Concordia. C'est une région en Argentine. Ah, oui. Ah, c'est une région où sont concentrés tous les gens qui ont fui la France après la guerre pour éviter l'épuration. Et c'est là ils font des manifestations où ils lisent Mein Kampf en allemand, parce que ça perd beaucoup à la traduction. Ah oui. Ils préfèrent le lire en allemand. Ils font des trucs, c'est une sorte de creuset le fascisme très intéressant et c'est bien ça. C'est ça? Pas du tout. Bon. Avant la pub, vous avez entendu Raphaël avec son nouvel album Je sais que la Terre est plate, un extrait de l'album. Le premier single, c'est Le vent de l'hiver, mais j'ai préféré passer un autre titre, Concordia. C'est bien, on n'a pas eu la réponse d'ailleurs à la question, puisque vous n'avez rien écouté de la chanson. Non, il articule. Mais j'avais pas besoin d'écouter parce que je sais que la voix est nulle. Il articule pas. Quelle langue il chante d'abord? Ça a à voir avec Florent Pagny ou pas, non? J'aime beaucoup Raphaël, moi. Moi aussi, j'aime beaucoup Raphaël, c'est le nom de mon petit-fils. Alors. Raphaël le débauché. Alors, j'ai un petit-fils qui a 3 mois. C'est une merveille. Il s'appelle Raphaël. Dites que vous êtes venu pour nous parler de vos anciens pensionnats de jeunes filles, de vos petits-enfants. Mais oui, c'est ça que mon public veut. Ou pour tenter de répondre aux questions. Mais non, mon public veut surtout que je parle de moi. On oublie la chanson de Raphaël, puis on ne saura jamais. Alors. Je vous donnerai la réponse d'ici à quelques minutes, vous verrez. Et vous verrez comment je vous donnerai la réponse. C'est vachement construit. Ah, on aura Raphaël au téléphone. On parle beaucoup de Horst Rippert qui a... c'est le cousin de Horst Tappert qui jouait le rôle de Derrick. On parle beaucoup de Horst non, c'est un homme qui a dans sa vie quelque chose qu'il n'a jamais dit et qu'il vient de dire là, et il a essayé de toutes les façons de l'oublier lui-même. Il a 88 ans aujourd'hui. Il a 88 ans aujourd'hui, c'est l'homme. Saint-Ex, oui. C'est lui qui a battu l'avion de Saint-Exupéry. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. Merci, il ne peut plus dire Saint-Ex, il peut pas dire, il dit Exupéry. Ouais.
c'est terrible. Il y a tellement d'Allemands qui sont tellement tristes d'avoir fait du mal à des Français, de pas savoir. Surtout. Moi, j'ai une peine terrible quand mais non, mais surtout s'il avait pu abattre d'autres écrivains que Saint-Exupéry. Oui, il aurait pu abattre Drieux-La Rochelle. Non, mais il savait pas que c'était Saint-Exupéry. Oui, Bah non, évidemment. Modèle, en plus, Non. Il dit j'ai C'est vrai qu'il tiré. était chez Gallimard, c'est tout ce qu'il savait. Je me suis dit, mon gars, si tu ne fous pas le camp, je vais te canarder. J'ai tiré, le zinc s'est écrasé en mer, le pilote n'a pas sauté. Quelques jours plus tard, il apprenait qu'aux commandes de l'avion qu'il avait abattu se trouvait vraisemblablement Antoine de Saint-Exupéry. Mais il dit, le pilote, je ne l'ai pas vu, et quand bien même je l'aurais vu, il m'aurait été impossible de savoir que c'était Saint-Exupéry. Longtemps, j'ai espéré, et j'espère toujours que ce n'était pas lui. Dans notre jeunesse, nous l'avions tous lu. On adorait ses bouquins. Si j'avais su, je n'aurais pas tiré, pas sur lui. J'ai adoré le Buddy Brains. C'est un écrivain tellement formidable. Moi, j'aime pas du tout. Mais il y a des gens qui aiment bien. Ouais. Ah oui, souvent vous êtes venu ici nous dire que combien vous détestiez Saint-Ex et le Petit Prince. Alors, pourtant, le Petit Prince, c'est quand même un truc incontestable. Non, mais Pierre aimait tellement peu le Saint-Exupéry qu'il vient d'envoyer un message de félicitations au type qui s'est dénoncé, là, l'allemand. En disant merci pour la littérature. Non. Moi, chez moi, on me disait pas ça. On me disait, fais-moi cuire un mouton. On me disait pas, dessine-moi un mouton. Alors, justement, Concordia. Eh bien, ça a un rapport avec Saint-Exupéry. C'est une vallée en Argentine où Saint-Exupéry s'est échoué, où il fut superbement accueilli. Voilà ce qui a inspiré ce texte à Raphaël et Gérard Manset. Voilà pourquoi j'ai attendu cette autre question pour pouvoir vous donner la réponse. Toute l'aviation commerciale moderne est née de l'aéropostale. C'est-à-dire que c'est pour porter des lettres que tous ces héros sont de Mermoz, de tous les autres. Ils portaient c'est pour porter du courrier en Argentine. Tu vois pas un peu l'intérêt, non? Et ben c'est pour ça qu'ils ont pu. Il y a eu des morts, il y a eu des trucs formidables, il y a eu des exploits, des prouesses sportives. Parce que les facteurs qui partaient à vélo devaient s'arrêter sur les bords de l'Atlantique. Ils pouvaient pas y aller. Et c'est pour ça qu'il y avait des enveloppes en papier très léger, une sorte de papier Bible. Il y avait marqué par avion. Et les enveloppes par avion étaient plus légères, de façon à alléger le poids dans les avions. Moi, j'ai encore mis par avion. Je me souviens d'Algérie. Oui. Quand on écrivait en France, on mettait par avion. Oui. Ça allait plus vite. Et maintenant, les mails qu'on envoie en Argentine, ils les envoient comment? Par avion. Par avion aussi. Non, ça va par satellite, ça va plus haut que les avions. Oh, bonjour, c'est Florence qui passe. Comment vas-tu, toi? Il est devenu fou. Je me sens pas du tout dans ce studio connu. J'ai toujours dit c'est lui ou moi. Allez, une autre question sur les municipales. Là, c'est une question toute bête, toute simple. C'est pour voir si vous avez bien suivi la soirée. Je vais la poser de la manière la plus difficile qui soit. Qui a fêté sa victoire dans le café de la Croix de Chavaux hier soir? Il faut dire que c'est une victoire nette de 54,19% des voix et que c'est la première fois qu'une telle personnalité emporte une ville de plus de 100 000 habitants. C'est Dominique Voynet. Dominique Voynet, bonne réponse. Je suis content qu'elle ait gagné, moi. Ah oui, à Montreuil. Oui, et j'aurais été content aussi que, ça a l'air bizarre, j'aurais été content que Bayrou gagne. Parce que ce sont deux personnages, l'un et l'autre, qui ont vraiment loupé complètement leur coup. Les Verts, c'est le plus grand loupage de l'histoire politique française depuis 15 ans, quoi. Les Verts, ils avaient tout pour gagner, ils n'ont pas pu. Il faut dire qu'ils ont pris des leaders comme il faut, hein. Le moustachu et le Ushuaïa, les deux, ils sont bien. Bon. Noël Mamère et Nicolas Hulot. Non, pas Noël Mamère, l'autre, Beauvais, tout ça. Moi, altermondiste, c'est mes couilles. Mais, altermondiste. mais. Altermondiste, c'est mes couilles. Non, mais c'est un bon mouvement, ça. Mais c'est vrai que Voynet, elle a quelque chose en plus. D'abord, elle est belle. Elle est attirante. Elle aime les hommes. Elle aime la vie. Elle a du chien. Et donc, je suis content qu'elle ait gagné. Et j'aurais aimé que Bayrou gagne aussi, parce que il a loupé tout aussi, parce que son message était trop compliqué. Mais c'était un bon message, ce centriste, ce machin, c'était bien. Et il méritait de gagner quand même. Vous avez vu la minime différence. Il manque de peu pot.
En revanche, il a pas manqué d'oreillettes hier soir. Vous avez vu ce Non, moment? mais il a manqué de peau. Ah, c'est Ça, fou. c'était hein. pas sympa. À quoi? Parce que ça donnait une horreur. Faut dire qu'il a des grandes oreilles. En plus. On aurait pu mettre 10 oreillettes de chaque côté. Non, il y a visiblement une guerre entre toutes les télés pour qu'il soit plutôt chez moi que chez l'autre. Donc il avait une oreillette France 2 d'un côté et une oreillette TF1 de l'autre. Et donc on le voyait enlever son oreillette, remettre celle de l'autre et puis finalement enlever l'oreillette gauche et remettre l'oreillette droite avec des gens derrière qui lui mettaient la petite pince sur le col de la veste. C'était le pauvre, il a souffert là-dessus. Enfin voilà. Il y a même François Hollande qui s'est un peu foutu de sa gueule, Oui, qui a dit oui. l'oreillette de droite est particulièrement saillante, a-t-il dit. Il est très marrant, Hollande. Hein. Ah oui. Ce que je voulais dire juste pour ça, c'est que le rôle du MoDem a été particulièrement néfaste pour l'opposition dans le 5e arrondissement. C'est la mesure publique, là, comment il s'appelle? Philippe Meyer, qui a fait une grande carrière dans le One Man Show et maintenant qui fait une grande carrière dans la politique. Hier, c'est pas une personnalité de la radio? Oui, Qui a essayé d'être une personnalité de la radio. Non. Le bon. Là aussi, il faisait un one-man show. Il m'a fait faire une émission une fois pour mes chansons préférées et tout ça. Et ça a eu beaucoup de succès, ça n'a pas fait plaisir. Excusez-moi, moi j'ai pas suivi la soirée électorale, alors je suis pas très bavarde. Hein, Eh ben pourquoi vous n'avez pas suivi la soirée électorale? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Alors j'étais au théâtre de Draveil où j'ai vu La Perruche et le Poulet avec Claude Jansac et Jean-Pierre Castaldi. Ah oui. Voilà, alors j'ai pas pu voir la soirée électorale. C'est normal, s'il y a Castaldi et Jansac, il faut y aller. Hein, mais c'était tout à fait sympathique parce qu'il y avait mon mari iranien qui jouait dans la pièce. Ah. Alors voilà. Ton mari? Alors, presque mari. Celui qui est sans papier. C'est lui qui me permet de sortir sans voile, mais avec une grosse touffe de cheveux. Donc voilà, donc j'apprends tout ce qui s'est passé hier, excusez-moi. Un petit tour du côté de Colombes avec Ramayad qui avait l'air triste quand même. Hein. Bon, elle n'était pas tête de liste, hein, parce que c'était un peu salaud, ça il faut être objectif quand même. Pendant toute la soirée, on montrait Ramayad battu à Colombes. C'était quand même pas... alors certes, elle a soutenu énormément la maire sortante de Colombes, mais enfin, elle n'était pas tête de liste. C'était la logique aurait été de mettre le visage et la photo de la maire sortante. Si elle avait gagné, on aurait dit Ramayad a gagné. Donc on n'aurait pas dit la liste dans laquelle Ramayad a gagné, donc c'était en revanche, normal. là où elle était un peu, on va dire aussi pas très objective, c'est qu'elle disait, oui, vous comprenez, c'est normal, la gauche est très présente ici, alors que quand même, c'était justement la maire qu'elle soutenait, de droite, qui était jusque-là en fonction. Mais elle semblait l'oublier, Ramayad. Et elle a dit, comme d'habitude, que oui, elle a été l'objet d'attaques personnelles, que tout était ciblé contre elle, etc., etc. Parce ça, c'est possible, non? Oui, mais enfin, quand on fait de la politique, on s'attend à avoir des attaques personnelles. Enfin, ça me paraît logique. C'est une très jolie femme, hein. Ça n'a rien à voir, mais elle est jolie, elle est belle. Elle est très belle. Elle a la peau très lisse. D'où sais-tu? Mais non. Oh, la peau très douce, comment est-ce qu'on peut le savoir? Lisse, oui, c'est vrai, ça peut le dire. Elle devrait être à l'intérieur, alors. Non. Si elle a la police. Oui, oh non. Vraiment que Non, c'était pour essayer de rattraper mon ami. Secourir un ami n'est jamais une mauvaise action. Merci. Strasbourg est passé socialiste. Vous connaissez le nom du maire? À Strasbourg. Ah, là. C'est une femme? Non. Ries, bravo, Ries. Roland Ries. Et le nom de la perdante alors? Keller. Fabienne Keller. Bravo, maman. Vous avez bien suivi quand même. Alors, j'adore la choucroute. C'est réciproque, maman. Il y avait un papier dans Le Monde la semaine dernière sur tous les gens qui étaient présents au second tour dans le genre Madame Keller, mais qui savaient dès la fin du premier tour qu'ils avaient perdu. Et il parlait du calvaire des gens qui font semblant de croire qu'ils vont gagner pour leurs équipes, mais tout le monde sait qu'ils ont perdu et ils se font une sorte d'auto-langue de bois et il faut continuer. C'était le cas de Perben. Mais elle a pas fait semblant. Keller, il paraît qu'elle a pleuré devant les journalistes cette semaine. Elle s'est fait démolir aussi par une autre femme politique qui Trottmann. Voilà, qui a dit que c'était inacceptable de pleurer comme ça, qu'elle-même avait eu des critiques, elle avait essuyé des critiques terribles et qu'elle n'avait jamais pleuré, qu'il fallait accepter la défaite. Elle a été, elle a été rudement remise en place. Oh là là. Non mais ça doit être horrible d'être prêt. Faut que tu fasses la campagne parce que t'as fait plus que 10, mais tu sais que tu as perdu, comme genre Perben et Keller. Ça doit être très dur parce que t'as quand même des militants qui disent ouais on va y aller. Alors faut leur dire mais on a perdu. Non on va gagner. Il peut y avoir un miracle. Personne ne croit au miracle. Mais il faut croire. Il faut qu'on
il faut qu'on. Et notre amie Roselyne Bachelot, alors vous l'avez vu hier soir sur les plateaux Non, j'ai pas vu. télé J'ai pas vu Roselyne. Pourtant, j'ai regardé les plateaux, mais j'ai pas vu. Si, je l'ai vu. Elle avait qu'un seul discours. La gauche n'a aucune réforme sur le plan santé. Elle répétait ça sur la 2, sur la 1, sur la 3. J'avais l'impression que c'était un clone de Bachelot partout. Oh, bon, alors vous n'avez rien vu de la soirée électorale, Mais Virginie? non, puisque j'étais voir la perruche et le poulet et je suis rentrée très tard à la maison. Mais en revenant, il y a encore les émissions qui Là, c'est durent. les élections à Paris, ça, la perruche C'est et une le pièce qui a poulet. été jouée à l'origine par Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Absolument. Et Ah bon oui, tout à fait. Bah, vous savez rien alors, Pierre Si moi, Bénichou. Raymond Zoublac, Jeanne Sourza, pour moi, c'est sur le banc. Ah, Oui, c'est tout à aussi fait. cette pièce, La perruche et le poulet. C'est une pièce de qui? C'est la concierge et le commissaire, en quelque sorte, Oui, en c'est langage ça, voilà. argotique. Voilà. Mais c'est de qui? C'est cette pièce. Alors écoutez, je devais me renseigner très vite et je vous ai Voltaire. pas lui. Oh non, Mais Pierre. quelqu'un comme ça, quelqu'un pareil, un nom comme ça. Non, moi, c'est l'image que je garderai, c'est la satisfaction de Gaudin, qui était dans un état de joie. Il est assez sympathique, ce type. C'est vraiment, c'est un prof d'histoire, c'est un gros mec comme ça. Et j'ai trouvé sympathique parce que il ne sauve pas la mise, mais s'il avait perdu, il sauve l'honneur. S'il avait perdu, ça aurait été vraiment une tragédie pour et c'est le seul chose. Et il est tellement content. Il a dit une phrase que j'ai adorée, telle que la presse l'a reproduite. Il aurait dit samedi dans un restaurant à Marseille, si je perds, je vais avoir l'air drôlement con. Ce matin, dans la presse, on peut voir la photo de Julie Victoire Daubier. Photo prise d'elle alors que, il faut le dire, elle avait 37 ans et c'était en 1861. Pourquoi nous montre-t-on cette photo de Julie Victoire Daubier qui a 37 ans en 1861? C'est la dernière poilure. Non. Elle faisait une action politique? Pas du tout. Il y a un lien. Il y a quelque chose indirectement de politique, mais Alors elle au avait sens vu la large. Vierge? Pardon? Elle avait vu la Vierge? Ah non. Il y a un lien avec les municipales. Du tout. Elle a jamais été élue. Non. C'est la Jeanne d'Arc de la guerre de 70? La Jeanne d'Arc de la guerre de 70. Non. D'ailleurs, je vais rectifier, puisque la photo prise est une photo prise en 1851. Mais cette photo a été publiée dans la presse aujourd'hui pour quelque chose qu'elle a fait en 1861, 10 ans après que la photo a été prise. Attendez, En 51, c'est la. Elle était déjà C'est le connue coup en d'État. 51. C'est le coup d'État de Napoléon III. Donc, si vous voulez, sur la photo, elle a 27 ans et c'est 10 ans plus tard qu'elle fait quelque chose. Mais donc, pour être photographiée en 1851, faut déjà être vachement connu parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient C'était le 2 photographiés à cette décembre, époque. non? C'est la première femme qui a eu le bac en France. La première femme qui a eu le bac Bravo. en France. Bonne réponse de Maman. Le bac a 200 ans, c'est ça Exactement, le bac c'est a pourquoi. 200 ans. Ouais. Et Fait par Napoléon donc. voilà, le Absolument. décret du 17 mars 1808, donc 200 ans pile aujourd'hui. Mais alors au départ, donc c'était uniquement réservé aux hommes. Exactement. Et Julie Victoire Daubier, elle est la première femme à s'être inscrite au bac. Elle avait 37 ans à ce moment-là et elle a, en 1861, décroché son diplôme en 8 épreuves, sanctionnées par 6 boules rouges. À l'époque, c'était avec des boules. Ah oui, non, mais c'est terrible. 6 boules rouges moyens, 3 boules blanches avis positif et 1 boule noire avis négatif. Les mentions bon, très bon, médiocre ont été abandonnées en 1854 pour une notation par boule de couleur. Vous n'aviez pas de mention, vous aviez des boules de couleur. Mais c'était que l'oral au début, hein. C'était qu'un examen par oral, il n'y avait pas d'écrit. Très longtemps après seulement, on est passé à l'écrit. Et d'ailleurs, il fallait, les examinateurs devaient être vachement attentifs pour déceler les fautes d'orthographe à l'oral. Parce qu'on peut Non, en mais faire. ça, mais hein. Non, mais t'avais y a- que les humanités. On te demandait en fait, est-ce que tu connais les poètes et les écrivains et les grands classiques latins et grecs. On te demandait Ouais, que ça. non, mais- C'est mais- longtemps après qu'il y a eu un bac Et scientifique. on n'était pas obligé de montrer sa pièce d'identité. C'est le contraire de la bac. Si justement au bac on montre aussi sa pièce d'identité. Maintenant, mais au début, non. Ah ouais Ouais. Ah non. Au début, il y a eu beaucoup de fraude. De fraude. De fraude, surtout Mais, dans le 5e arrondissement. Juliette, ça n'a pas été la première femme qui a eu son bac. Elle l'a eu à 37 ans, elle. Mais parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient 58, 59 ans, parce que les femmes mettaient 40 ans pour arriver à assimiler le programme. Tu comprends Ce ne sont que des femmes, c'est On ça. en a fait du progrès. Hein. Ah oui. Je comprends pas ce que vous avez voulu Il dire. essaye de Pierre faire un Bénichou. petit truc macho Ouais. pour faire réagir. Ouais. Ah oui Qu'à Oui, oui. l'époque, il fallait 60 ans pour avoir le niveau bac.
Oui, une femme Petit à de petit. 37 ans qui arrivait au niveau baccalauréat, c'était rare à l'époque. Maintenant, maintenant, vous voulez dire que maintenant, 28 ans, lui arrive. Elles sont beaucoup plus cultivées maintenant. Moi-même Claire, puis Claire, je vous appelle Claire, excusez-moi. Moi-même Claire, je n'ai pas mon bac. Mais ce qui faisait, les femmes sont de plus en plus cultivées, de plus en plus jeunes. Ce qui faisait dire à mon sympathique personnage un jour dans le journal, c'est la montée du niveau des mères. Ah oui. Joli. C'est joli. Parce que si vous voulez, Pierre, quand on est fille, Ce serait qu'on pas un grandit- chat, votre sympathique personnage? Oui, c'est ça. Mais je voulais pas en parler. Et son intégrale sort actuellement chez Casterman, d'ailleurs, puisque vous m'en parlez. Mais les hommages sortent de partout. J'ai même entendu sur une radio Europe 1, je crois, quelqu'un vous rendant hommage hier. Non. Si, c'était quelqu'un qui vous propose, tiens, tu peux faire quelque chose avec maille à partir. Gueluc réfléchit pendant 2 secondes, maille à partir, hop, quelques secondes après, il dessine le chat en disant, à partir d'aujourd'hui, je change de moutarde. Voilà. Qui et pour quelle raison se propose de porter de temps en temps un t-shirt marqué du sigle hors service? Qui et pour quelle raison Carla Bruni de Non. se propose de porter un t-shirt avec le sigle hors service? C'est Le un- mari un peu fatigué? Non. Un homme ou une femme? Un homme. Un homme, une seule personne. Oh, il propose de le porter lui et il dit que ses homologues vont peut-être être obligés de faire la même chose. Le pape. Sarkozy? Non. Martino? Non. Marty, oui. Homme politique. Pas homme politique. Ses collègues dans l'entreprise? Non. Un chef C'est- d'entreprise, Non. le directeur de la Non, un Société sportif, Générale. c'est un sportif. Non. Non, c'est Un trader. C'est pas un pilote. C'est pas un pilote d'avion. C'est pas le Non. pilote de l'A380. Non. C'est pas quelqu'un qui répare des choses. Non. C'est le juge Thiel. Le juge Thiel. Excellente réponse de Maman. Expliquez pourquoi. Ben, c'est parce que à cause du pouvoir d'achat qui baisse, réduction budgétaire, on veut plus leur accorder des gardes du corps 24 heures sur 24. Exactement. Et hier, dans le JDD, le juge Thiel a publié une lettre qu'il envoie au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée. Lettre dans laquelle il dit il a beaucoup d'humour, faut savoir le juge Thiel. Il dit, vu les nouvelles dispositions unilatéralement arrêtées par le ministère de l'Intérieur visant à transformer la protection rapprochée des juges antiterroristes en protection espacée et intermittente les week-ends, les jours fériés, attendu qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on ne roulait pas sur l'or, que les caisses étaient vides et qu'on cherchait encore à faire des économies sur mes gardes du corps, il est décidé ce qui suit. 2 points. Pendant les congés annuels, les week-ends, les jours fériés et pendant les RTT, il est strictement interdit d'assassiner les juges antiterroristes qui, pour leur garantie, porteront un t-shirt en flanelle marqué du sigle hors service. Toute infraction à la présente disposition sera sévèrement réprimée. C'est drôle. C'est bien, Hein, c'est c'est répondre Très, avec très drôle, humour à une mesure de restriction Mais bien sûr. budgétaire. Mais on sait qu'il y a dans les métiers de terroristes et d'assassins de juges un code de l'honneur. Je veux Oui. dire, on ne tire pas sur un juge en dehors des heures de bureau. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est comme ce maire là qui n'a plus de place à offrir dans son cimetière, donc il a dit que toute personne qui mourrait sur sa commune partirait en prison. Il est interdit de On avait mourir. fait ça. Interdiction de mourir. On avait fait Le ça principe quand de j'étais prison. au lycée Condorcet. Il y avait Ah, vous étiez au lycée Condorcet? oui, Moi aussi. un jeune garçon, mais il Vous n'y avait étiez pas de pas fille au lycée la même Condorcet, année. non, pas. Un jeune Peut-être. un garçon qui avait tenté de se suicider et ça avait fait tout un drame. Voilà, on l'a sauvé grâce à Dieu. Ceux des classes préparatoires qui étaient malins, ils avaient placardé partout. Le suicide est interdit sous peine de renvoi. C'est comme aux États-Unis, il y a la peine de mort pour les terroristes kamikazes. C'est vrai, vous avez raison. Qui a voté pour la première fois par procuration au premier tour des municipales? Qui a voté pour la première fois par procuration? Jacques Chirac. Non. Cécilia, j'allais Non. dire. Qui a voté pour la première fois par procuration au premier tour des municipales et certains y voient comme un signe définitif? Un exilé. Une exilée. Exactement. Ingrid Betancourt. Non. C'est peut-être pas du meilleur goût. Un homme. Pardon? Un homme. Un homme, oui. Quelqu'un qui est parti vit en définitivement. France, Quelqu'un qui vit en France. Qui vit, mais qui ne vivra peut-être Un plus. sportif. Mais qui d'habitude a toujours voté. On voyait la photo. le il votait- monsieur poilu, le dernier poilu. Non, Non, on vote plus depuis là-bas. Alors, il est resté chez lui.
D'habitude, on le voit toujours par... Valéry Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah je savais pas. Giscard qui a voté pour la première fois par procuration à Chanona, et ceci est expliqué par le fait qu'il vend, vous savez, son château de Chanona. Chanona, c'est quoi, 1500 habitants dans le Puy-de-Dôme. En revanche, le château, c'est quand même 23 pièces, dont 13 chambres, un terrain de 15 hectares, des dépendances, un corps de ferme. Tout ça est mis en vente sur Internet. On ne peut pas connaître le prix, nous dit le commercial qui est chargé de la vente. Mais voilà, Giscard a décidé définitivement de quitter Chanona. On voit le château en photo dans... c'est une belle demeure du 15e siècle. Dites, mais s'il vend le château, mais est-ce qu'il vend les gens et les serfs Oui, ça fait partie. Il garde quand même le corps de ferme. Il paraît que c'est le plus beau qu'il ait jamais eu. Il a un beau château dans l'Aveyron. Pourquoi part-il? Il a besoin d'argent ou il s'ennuie là-bas? Il a besoin de pognon. Il me l'a dit l'autre jour. Il me dit d'abord, il a commencé à me filer un coup de latte. T'as pas 100 balles, t'as pas mal. Et puis après ça, non. Il a pas de rond. Surtout que sa femme est raide. Hein. Non mais... Ils sont bourrissimes. Quoi, ils sont à l'abri des balles pendant 4 générations. Attends, mais il a écrit en plus, ils ont les vacances à l'œil avec le fils qui est au Club Med. Non, puis il a acheté le château d'Estaing dans l'Aveyron. C'est ça que j'ai visité, qui est magnifique. Alors, il peut pas avoir 36 châteaux. Ça se trouve, il y avait quelqu'un qui venait visiter. Il est pas comme Cadet Roussel. Hein. Ah, si, parce qu'il a quand même aussi une autre propriété dans le Loir-et-Cher. Alors qu'il a 3 maisons, il a 3 cheveux. Héritage du côté de son épouse. Mais le Loir est cher, et il est tellement cher que ça coûte. C'est cher, c'est pas l'eau ferrugineuse. C'est 20 sous, c'est pas cher. Bon, les deux du Muppet Show, là, je vais vous abandonner. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Maman, Virginie Lemoine. Philippe, dites à Pierre Bénichou d'arrêter, il me fait du rentre-dedans pendant les flashs. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça fait fantasmer, mon genou est trop loin de celui de Pierre, alors voilà, ça passe par l'intermédiaire de Laurent. Tu sens pas remplacer tout le monde, alors. Mais ils sont pas mon genou, là? Ah, je croyais que c'était mon chien. Mais je trouve qu'il le ferait avantageusement, si vous voulez mon avis. Non. Ah, vous metteriez Pierre à la place d'une équipe performante. Ouais. Économiquement, c'est intéressant. Oui. Parce que vous pouvez l'avoir, il vous fait un prix. Par exemple, je prendrais Pierre Bénichou tout seul pendant cette émission. Au lieu de nous, de nous 5, vous prenez Pierre. Vous faites un dialogue. Bon, il y aurait un petit côté Jacques Chancel avec un invité. Bonsoir. Rectoscopie, Jacques Chancel. On peut essayer. Alors, on sort, nous, hein? Non, restez là, mais on va essayer, alors. Mais dites-moi, si on est 4. Il y a quelque chose qui me plaît, c'est de piquer la parole aux autres. Si je suis seul, j'ai rien à dire. Non, on va essayer, mais si Virginie, Maman, Jérôme et moi, nous taisons pendant un instant, le public va carrément doubler. Oui. En nombre. Oui. Vous me faites le générique, Pierre. Rectoscopie, Jacques Chancel. Pourquoi rectoscopie? Je peux savoir. C'est radioscopie. Radioscopie, Jacques Chancel. Mais non, faut dire Laurent Ruquier reçoit Pierre Bénichou. Radioscopie. Pierre Bénichou. Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, je suis ravi de vous recevoir avec la longue carrière qu'on vous connaît. J'ai envie de commencer par une première question. Et Dieu dans tout ça? Eh bien, comme je le disais à Rostropovitch, comment t'appelais c'est Menuhin. Le trompettiste dont tu Maurice André. Et Maurice André et Rostropovitch se sont venus cette fois pour vous dire. Non, c'était marrant, ça. Ils sont 118, ont en moyenne 59 ans, se sont réunis. C'est le PSG. Non. Ça pourrait. Ouais. Ils sont 118 en moyenne, 59 ans. Ouais. Mais 59 de 118, c'est le double de 59. C'est extraordinaire. C'est un hasard. Ils sont 118, ont en moyenne 59 ans. S'étaient donné rendez-vous hier matin au Trocadéro pour partir où? C'est pas eux qui ont décidé de faire Paris-Pékin en vélo et d'arriver au moment des Jeux Olympiques? Bonne réponse de Jérôme. Mais c'est pas Bonaldi. Mais c'est 59 ans, c'est pas possible. Pourquoi? Ma réponse, elle est pas jouable. Ils ont 59 ans en moyenne. Ben oui.
Mais ils vont pas faire Paris-Pékin en vélo. Si. Ils sont 118 à s'être engagés à relier Pékin d'ici au mois d'août pour assister aux Jeux Olympiques là-bas. Ça va durer 4 mois et demi à vélo et il y a des papilles à vélo. Et pour se donner du courage, ils vont chanter et ils vont être rejoints par d'autres et ils seront beaucoup plus nombreux. à l'arrivée. Et ils vont chanter 118, 218. Mais alors, pour pouvoir faire du vélo pendant 4 mois au mois d'avril, il faut être retraité. C'est évident que ou cycliste. Ils sont traités à quoi, alors? Ou cycliste de professionnel. profession. Oui, bien sûr. Quel académicien a fait l'éloge funèbre de Lazare Ponticelli aujourd'hui pour l'hommage national qui lui était rendu? René de Obaldia. Mathieu de la Starac. Non, ça va être Maurice Druon, sûrement. Pas Maurice Druon. René de Obaldia. Non. Giscard d'Estaing. Non. Ah non, on peut pas avoir deux fois des réponses avec la même, deux fois des questions avec la même réponse. Et Hélène Carrère d'Encausse. Non. Est-ce qu'il y a des militaires encore? Non. Quel académicien? Les auditeurs le savent parce qu'ils ont dû suivre. Alain Decaux, bien sûr. Ils ont dû suivre sur Europe 1 depuis ce matin, mais vous êtes totalement ignorant. Oui, on est là. On est... Guy Descartes. Guy Descartes, il n'est pas de l'académie. Bien sûr, c'était pour rigoler. C'est pas de cours. Quel académicien a lu l'éloge funèbre du dernier poilu dont non, mais ça peut pas être. Orsenat. Ça peut pas être Decaux, il est trop occupé avec les Vélib. Dont le cercueil a été porté par des pionniers de la Légion étrangère après une messe aux Invalides, en hommage à ses camarades morts dans cette horreur de la guerre. On rappelle que Lazare Ponticelli est décédé à 110 ans la semaine dernière, Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. C'est pas Max Gallo, non? Max Gallo, bonne réponse de Maman. C'est le meilleur, Maman, aujourd'hui. Et Max Gallo, il est bon aussi, parce qu'il m'a filé un tuyau pour le tiercer encore l'autre jour. Il est comme ça. Écoutez, franchement, Max Gallo, Pierre, alors. Eh ben oui, mais j'ai pas pensé que ça pouvait être lui. J'ai lu un truc qui m'a fasciné sur l'Académie l'autre jour. On a interviewé Hélène Carrière d'Encausse. Il y a 7 fauteuils vacants, Pierre. Il y a 7 fauteuils vacants. Vous devriez être candidat. C'est pas Carrère. Vous avez dit Carrière d'Encausse. C'est Carrère. Carrière d'Encausse. Oui, vous avez dit Carrière. Je veux pas du Carrière. Si, t'as dit Carrière. On écoute la bande, t'as dit Carrière. Je te jure que t'as dit Carrière. Tu réécoutes la bande, il y a marqué Carrière. Qu'il a dit Carrière. J'ai dit Carrière d'Encausse. Oui, bien sûr. Je suis con. Non, c'est Carrière d'Encausse. Faites attention. Vous l'interviewâtes. Bon, alors, vous voulez pas savoir ce qu'elle a dit, Hélène Carrière d'Encausse? Elle cherchait des écrivains pour les 7 places vacantes, parce que ça manque cruellement d'écrivains. Et alors quelqu'un lui a dit, oui, mais c'est honteux quand même, cette académie, maintenant, il y a que des militaires, des machins, des trucs, des choses. Il dit, non. Savez-vous qu'il y a eu, à l'Académie française, à un moment, 22 ecclésiastiques sur les 40. Je trouve que c'est une information de première bourre. Oui, je ne savais pas du tout. C'est Richelieu qui l'a informé, mais il y a eu 22 ecclésiastiques. Mais c'est des gens qui trempent leurs plumes comme les écrivains. Hein. Ils ont écrit la Bible. Rare, Puis ils ont plus de temps, peut-être. Best-seller. Bon, en tout cas, voilà, c'était l'hommage à Lazare Ponticelli aujourd'hui. Max Gallo a été choisi, je pense aussi parce qu'il est proche du président de la République, Nicolas Sarkozy. La cérémonie religieuse s'est passée en l'église Saint-Louis des Invalides, dont j'ignorais que c'était l'église des soldats. Bien sûr, aux Invalides. Oui, oui. La remise des armes aux Invalides, tout ça. C'est celle où il y a tous les drapeaux. C'est là où on a dégradé Dreyfus. Les Invalides, c'est la seule station où il n'y a pas de Vélib. Bah oui. Il y en a, parce que moi, je vois il y a des vélos avec des petits trous à l'arrière. Mais César Ponticelli, moi, je trouve que c'est pas un nom de poilu. Non, c'est un nom de pape. Mais il était italien un peu au début, hein. Ah, même beaucoup. Un peu beaucoup, même. Hein. C'est un immigré italien, Lazare Ponticelli, je pense. Héros de la guerre de 14, ils l'ont naturalisé qu'en 39. Heureusement qu'il n'y a pas eu à l'époque, c'est pas comme Rachida Dati où elle naturalise tout le monde. Maintenant, En tout cas, moi, ce qui me fait bien mal dans cette histoire, c'est que je pensais que l'amitié franco-allemande était solide, et je vois qu'ils en ont encore eu un. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Bénichou, Virginie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Maman. Et une autre question qui concerne 16 Français qui en 2006, ce sont les dernières statistiques qu'on possède, on n'en a pas pour l'année passée, mais en 2006, ils sont 16 Français à avoir adhéré à cette association
Mais il faut quand même savoir que sur 100 adhérents, seulement 13 se servent vraiment de leur adhésion. Les électeurs du modem. Non. Que c'est compliqué. Et combien ils sont en tout? Ah oui, c'est une petite question Donc, mystérieuse. il y a une assoce où ils sont que 100. Non. Non. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Sur 100 adhérents. J'ai dit qu'en 2006, il y a eu 16 Français qui ont adhéré à cette Pas le grand association. ordre de quelque chose. Non. Et en moyenne, donc on sait que sur 100 adhérents, il y a que qui 13, occupe, il y en a 13%, 13%, D'accord. qui se servent de Mais leur adhésion. Combien ils sont en tout? Des milliers ou des centaines? Oh non, ils sont pas des milliers. Je peux vous dire que pour l'instant, il y a seulement environ 800 à 900 personnes qui se sont servies de leur adhésion. Mais c'est donc international ce truc. Hein. Oui. Il y a des Américains beaucoup là-dedans dans ce... Pas trop. Est-ce qu'on y est nommé ou est-ce qu'il s'agit d'une démarche volontaire? C'est une démarche volontaire, on y adhère. On peut, nous, par exemple? Oui, en tout tant à que... fait. Est-ce que moi, comme Belge, je peux y adhérationner? Oui, tout à fait. D'accord. Faut pas montrer D'ailleurs, patte blanche. le siège de cette association n'est pas en France. Il y a rien de particulier pour adhérer à cette association. Ah, il faut. C'est une vraie démarche. Faut être riche. Faut être riche. Oh, riche, je peux vous dire, ça coûte à peu près quand même 3 000 euros. Ah. Et est-ce qu'après ça 7 000 euros. 7 000 euros, attendez, pour adhérer à une connerie pareille, il faut avoir... Et après, ça demande... Attention, 7 000 euros, c'est l'ensemble du... C'est avec pas le costume. Non. Il y a un costume. Il y a une épée avec. Non. C'est pas l'adhésion qui coûte 7 000 euros. C'est-à-dire que vous versez 7 000 euros et cette association s'occupera de tout. De vous faire disparaître. C'est pour l'évasion fiscale? Non. Oh, c'est pas après pour après la tombe. C'est lié à la mort. Vous savez que j'ai c'est la cryogénie? Non. Vous savez que j'ai des amis dessinateurs et c'est le grand dessinateur Ciné a fondé une association avec des copains parce qu'ils veulent pas être enterrés n'importe où et finir passer l'éternité au milieu de cons, de gens qu'ils connaissent pas. Donc ils se sont réunis, ils se sont achetés un espace dans un cimetière et ils voudraient construire un caveau de 60 places pour mettre les cendres. Et ils ont appelé leur association Mourir, point d'interrogation, plutôt crever. On n'est pas très loin de ça. Alors c'est ça, c'est des gens qui voudraient... Alors, 7 000 euros et c'est après la mort. Oui. Ils vont être enterrés quelque part. Non, ils vont les envoyer dans l'espace. Non, c'est un gros sujet de l'actualité du moment là quand même. Ils vont être dans un congélateur. Non, ils veulent faire l'euthanasie là. Les gens c'est de mourir dans la dignité, c'est ça. C'est l'association Mourir dans la dignité, l'association suisse Dignitas. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Cette association a été créée en 1998 à Zurich et elle assiste les candidats au suicide en leur fournissant les moyens de mettre fin à leur vie. On recense 6000 adhérents, vous voyez, Gueluc, pour être très précis dans les chiffres, de 55 nationalités différentes. Il y a 16 Français qui sont inscrits en 2006. Et pour l'instant, seulement 850 personnes ont été aidées par l'association, car en fait, seulement 13% vont au bout de la démarche. Oui, et puis d'autres meurent de manière naturelle. C'est exactement ça. Mais alors, c'était très cher, 7 000 euros. Alors, 7 000 euros, c'est non seulement le fait qu'on vous donne les barbituriques et l'accompagnement jusqu'à la dernière seconde, le jour J, parce que vous pouvez fixer la date. Vous avez le choix entre soit fixer une date, soit ne pas en fixer. Ceux qui ne fixent pas de date, généralement, finalement, n'ont jamais recours à l'association. Ceux qui ont fixé une date, c'est qu'ils en ont vraiment besoin. Et auquel cas, ceux-là, effectivement, on leur donne les barbituriques. La famille peut venir, évidemment, pour faire le travail de deuil et assister aux dernières heures. Et après, l'association s'occupe de l'organisation et de l'incinération du retour des cendres aussi, dans le pays d'origine. L'ensemble coûte 7 000 euros. Vous pouvez l'avoir pour moins cher avec un petit week-end à Bagdad, par exemple. Oui. Écoute, franchement. Et il y a le président du PSG qui veut inscrire ses joueurs. Mourir dans la dignité. Le président de l'association, monsieur Ludwig Minelli, dit sur 100 personnes qui demandent à l'association de préparer une assistance au suicide, seuls 13% demandent que soit fixée une date pour le grand départ. 70% ne nous téléphonent même jamais, comme si laisser cette porte ouverte était la meilleure méthode pour prolonger la vie et prévenir du suicide. Moi, en tout cas, j'ai trouvé mon épitaphe. Ah oui? Ouais, je mettrais morte à 28 ans. Pourquoi? Pour faire toujours jeune.
pas se gêner, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Le week-end vous a-t-il été profitable, cher Serge? J'espère. Je crois que j'ai trouvé une petite perle intéressante. Enfin, j'avais ça sous le coude depuis un certain temps. Nous, on a trouvé une perle intéressante puisque c'est elle qui... On a changé de comédienne au théâtre et la nouvelle qui la remplace s'appelle Perle. Donc c'est pour ça que penser à ça. Très jolie, alors je vous la conseille, Perle. Moi j'avais une tante qui s'appelait Perle. C'est pas vrai. Moi les sœurs de ma grand-mère étaient très pauvres, et enfin sa famille était très pauvre, et les noms qu'elles ont eus c'était absolument formidable. Une s'appelait Fortunée, l'autre Reine, l'autre Perle, et l'autre Rica qui veut dire la riche. C'est fou, hein, dans les familles pauvres, c'est extraordinaire. Vous mettez les trucs, alors Perle, tu penses que bien sûr Perle. Vous l'avez lâché parfois, non? Vous l'avez enfilé. Voilà. Vous le lancez là-dessus, il en fait des caisses. Surtout que tu n'as pas un peu de lapin. Les chansons qui se ressemblent. Alors, nous allons nous intéresser Enchaînez, Yado, dans ces cas-là. Mais je suis là, nous allons nous intéresser. Je suis pas très content. Je sens que vous allez vous en prendre à Benjamin Biolay. Moi, j'aime pas qu'on attaque Benjamin Biolay. Attention. Eh bien, justement, c'est pour ça que j'avais gardé ce dossier-là sous le coude depuis très longtemps. Et pourtant, plusieurs témoignages concordent. J'ai reçu plusieurs courriers en une semaine qui, peut-être parce qu'il doit passer sur YouTube en ce moment, son clip. Benjamin Biolay, c'est une chanson qui était dans son tout premier album, Kennedy Rose, et cette chanson s'intitulait Les Cerfs-Volants. Ça date de 2001. C'est vous qui avez le cerf-volant, parce que comme depuis 7 ans que cette affaire existe, nous ressortir cette chanson sur Benjamin Biolay, franchement. Je vous dis, c'est peut-être parce que sur YouTube, on le voit beaucoup en ce moment, parce que j'ai reçu 2 courriers en une semaine. Donc je me suis dit, bon, le dossier est brûlant, ça va peut-être... Et il aurait copié Michel Sardou, alors? Et il aurait copié une chanson très connue de Claude François. C'est beaucoup pour ça que je parle de cette chanson-là, parce que Claude François, bon, on en parle beaucoup en ce moment. Et il serait mort, il paraît. Parce qu'on l'entend peut-être un petit peu trop. J'ai choisi la version interprétée par Michel Sardou de Comme d'habitude. Vous allez voir, c'est quand même très proche en effet. Comme d'habitude, My Way, qui aurait pu inspirer, hein, on va être très prudent, Benjamin Biolay pour Les Cerfs-Volants. Je mesure le temps qui passe, et tandis que l'eau s'étend jusqu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'eau claire s'allonger sur les conifères. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre comme d'habitude. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude. C'est pas flagrant, hein, en tout cas, Michel Sardou, il a copié Clo-Clo. Ça s'entend. Ah ouais, ça ressemble à My Way, disait Pierre Bénichou. Non, mais on peut chanter l'une sur l'autre. Non, franchement, Serge, ça se ressemble peut-être un peu. Voilà, on va dire un peu. Mais franchement, ça se ressemble tellement que j'ai mis l'accompagnement de Biolay en dessous de Sardou. Ouais, vous n'avez même vous pas avez été obligé de mettre comme d'habitude pour qu'on s'en rende compte. Bon bah faites-nous plutôt votre chanson flash là après cette déception unanime. La mauvaise foi. Je suis pas d'accord. Ça ressemble. Tous les ministres avaient bien appris leur leçon avant d'aller sur les plateaux de télévision. Une vague rose, vous dites, ça c'est étonnant. Première nouvelle dont je n'étais pas au courant. Malgré les écouteurs qu'ils avaient à l'oreille, on leur disait Toulouse, ils répondaient Marseille. On pouvait leur poser n'importe quelle question. Ils reprenaient tous au refrain à l'unisson. Ce n'est qu'un rééquilibrage, juste une élection locale. La France veut des réformes, elle l'a dit clairement. Ce n'est qu'un rééquilibrage, juste une élection locale. La France veut des réformes, elle l'a dit clairement. Ce n'est qu'un rééquilibrage, juste une élection locale. Mais si on ne nettoie pas de temps en temps
La poussière qu'il y a sur leur disque, à mon avis, il y a des risques pour qu'ils passent encore en boucle pendant 4 ans, pendant 4 ans, pendant 4 ans, pendant 4 ans. Très bien, Serge. Jérôme Bonaldi, quoi de neuf? Du saucisson? Ah, bah non, c'est pas du saucisson. Pardon, ça ressemble à un saucisson. Ça a la gueule du saucisson. C'est comme un emballage de saucisson, sauf que c'est une spécialité de saucisson sec. En fait, ils ont un peu le même problème que les yaourts, les saucissons. C'est un saucisson qui a pas de graisse. À partir du moment où on met moins de gras... Il n'y a pas de cochon non plus. Il y a de la viande. Non, au contraire, c'est 100% jambon. Ah non, au contraire, c'est 100% jambon. C'est une sorte de lonzo, tu vois, le genre. En gros, c'est ça a la gueule du saucisson. Tu peux faire un sandwich à lonzo. Oui. Que tu mords à pleines dents. Mais il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de gras du tout dedans. Mais s'il n'y a pas de graisse, c'est pas du saucisson, Jérôme. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du saucisson. Est-ce qu'il y a des calories indiquées? Il y a les calories indiquées. Non, le problème, c'est la même chose que pour les confitures. Avant, le sucre était très cher. Oui. Et donc, quand on disait confiture, il faut qu'il y ait au moins, s'il vous plaît, 50% de sucre. Sinon, s'il n'y a pas assez, il y a pas assez de sucre, c'est mauvais. En tout cas, malgré tout ça, il fera pas un carton dans les pays musulmans. Hein. C'est vrai. Celui-là non plus. Regardez, c'est la mini saucisse sèche d'Ardèche. Pur porc. Vous avez le choix entre vous-même, hein. à la figue, à la noix et à laquelle vous avez, vous, Laurent? Aux herbes de Provence. Voilà, aux herbes de Provence. C'est la première gamme. C'est Léon Chaillot, le charcutier, qui exactement, fait ça. qui signe la première gamme de charcuterie bio. C'est-à-dire que c'est bio, c'est vachement marrant que ce soit bio. Les porcs sont élevés sur la paille. Leur nourriture, c'est 100% végétale, 70% de céréales, la céréale venant elle-même de l'agriculture biologique. Ils ont au moins 182 jours. La viande est préparée sans colorant. Elle est soigneusement sélectionnée. Elle est limitée en matière grasse. Enfin, en gros, on a maintenant de la charcuterie AB, c'est-à-dire la charcuterie ça, c'est très bio. bien, mais il faut voir si c'est bon. Bon, il est bon. Demain matin, il est pour bon, le petit il est déjeuner, et si vous preniez des biscuits et du yaourt. En fait, des biscuits au yaourt. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est Lu qui fait ça. Lu, donc, le groupe Danone. Enfin, le problème, c'est bien d'en parler, mais il faut goûter aussi. Il faut que vous goûtiez ça. Ah, c'est des biscuits fourrés C'est yaourt. 2 biscuits, un petit peu comme les petits écoliers. Mais enfin, en gros, et entre les deux, c'est pas comme du chocobéen, quoi. Et en longueur, hein. Genre, c'est un peu... pas mauvais. Mais avec le saucisson bio, ça fait bizarre. Avec le saucisson bio, ça fait bizarre, oui. Non, c'est donc deux langues de chat un peu plus épaisses, un peu comme un chocobéen. À l'intérieur, c'est pas du chocolat, c'est du yaourt. Ce qui est bizarre, c'est que il y a des yaourts maintenant goût biscuit. Oui. Vous avez vu ça? Et ben maintenant, là, c'est un biscuit goût yaourt. Et ben le yaourt goût biscuit a plus le goût de biscuit que le biscuit au yaourt a le goût de yaourt. Oui. Parce que là, je retrouve pas le goût de yaourt. Aussi, un peu. Parce que c'est, moi, j'ai l'impression de manger, j'ai l'impression vraiment de manger un biscuit avec des vrais morceaux de yaourt. Mais c'est du vrai yaourt. Alors ça a été très compliqué à faire en fait. Ils ont fait un yaourt très épais. C'est très bon. Qui garde les caractéristiques du yaourt. Les mêmes germes. En pâte, là, on peut le dire. Enfin, j'espère que ça ne va pas vous faire peur, mais il y a du vivant dedans. Bien sûr. Des ferments bulgares. Des ferments qui vivent. Ça s'appelle comme ça. Il paraît que le yaourt, c'est le secret de la longévité des Bulgares. Dis, Jérôme, tu me dis qu'il y a de la vie. Tu me dis qu'il y a de la vie là-dedans? Oui, eh bien moi je croque la vie à pleines dents, mon pote. Voilà. Et il est beau. Essayez une fois, vous verrez, ça coûte pas très cher. Et puis ça vous plaît pas. Mais c'est intéressant d'avoir un biscuit au yaourt avec derrière, ils ont pris donc un yaourt, ils le font très épais, ils le font sécher un peu encore, mais pas trop chaud pour pas tuer les petites bactéries, les petits ferments qui sont dedans. Et ça vous donne, et c'est nouveau, ça vient de sortir. En fait, on se fabrique des anticorps en mangeant ça. Exactement. Et puis c'est pratique, on se fait plus chier avec le pot. Tes parents savent que tu fais ce métier-là, toi. Et si Miss France avait eu ce biscuit au yaourt avant, elle serait pas emmerdée par oui, parce qu'il est beaucoup plus ferme celui-là. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jacques Ramade. Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Virginie Lemoine, Philippe Gueluc et Maman saluent l'entrée dans notre studio de Jacques Ramade. Les brèves. Bien la batterie. Victoire de Françoise de Panafieux. Elle voulait faire sauter les bouchons dans Paris. Elle a réussi. À la mairie de Paris, les bouchons de champagne ont sauté toute la nuit. Vote annulé pour Bernard Laporte. Il avait glissé la lettre de Guy Moquet avec son bulletin UMP pour apitoyer le jury. Ah là là, quelle histoire.
Le Parti communiste respire. Buffet a sauvé les meubles. Ça sent la fin de carrière. Non, Buffet a sauvé les Non, meubles. mais c'est bien parce que c'est une trouvaille d'associer son nom avec un meuble. Ajustement au gouvernement. Les manches de chemise du président vont être ajustées au poignet pour laisser passer la Rolex. Les candidats du MoDem ont commencé le décollage de leurs affiches. C'est la seule fois où l'on verra leur parti décoller après une élection. Carburant bio. Dans la Somme, un camion qui roulait à l'éthanol à base de betterave a perdu son chargement en roulant à tombereau ouvert. Drame du sport. Dans un stade de Tchernobyl, un spectateur sans bras a haussé les épaules en voyant les autres faire la hola. Nouvelle disposition concernant les PDG quittant leurs fonctions avec une grosse prime de licenciement. Leurs parachutes dorés seront munis d'une boîte noire de forme carrée en métal, communément appelée un coffre-fort. Nicolas Sarkozy et François Fillon se sont promenés côte à côte dans les jardins de l'Élysée. C'est Fillon qui tenait la laisse. Bientôt, il y aura une petite maison pour chaque habitant de Moscou. Les Russes aussi sont face au pouvoir d'Atcha. Valéry Giscard d'Estaing vend son château. On peut s'y présenter entre les deux tours. Dicton américain, il arrive vendredi, dimanche pleure à Bama. La quinzaine des poètes s'est terminée hier. Sébastien Cohen ne l'a pas vu passer. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Tout va très bien pour le Premier ministre. Tout va très bien, tout va très bien. Plus Sarkozy sent que tout est sinistre, et plus Fillon se porte bien. Aux élections municipales, 30 villes se sont fait la malle. Mais à part ça, pour le Premier ministre, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, mam, quelle nouvelle? Ici c'est votre président. Dites-moi vite, ami fidèle, où en est-on exactement? Ça, monsieur le président de la République. On ne peut pas dire que tout aille bien, même en truquant toutes les statistiques. On se trouve au bord du ravin. À Paris, on n'a pas Panafieux dans la panade jusqu'aux yeux. Jean-Marie Cavada lui-même veut aller pointer au MoDem. À Marseille, Jean-Claude Godin a bien failli prendre un gadin. À Périgueux, Xavier Darcos est vraiment tombé sur un os. À Neuilly, on sert de modèle au prolo de Villiers-le-Bel. À Toulouse, si on a l'Airbus, on a aussi l'air de Gugus. Même à Strasbourg, c'est la déroute. Tout le monde pédale dans la choucroute. Et à Bordeaux, Alain Juppé, vainqueur, commence à nous narguer. Mireille Mathieu reste sans voix. Elle va chanter avec Carla. Et vous-même, monsieur le président, votre cote descend tellement qu'il faudra, pour qu'on l'homologue, embaucher un spéléologue. Vous aurez sauvé un emploi. Où vous en êtes? C'est toujours ça, mais à part ça, pour le Premier ministre, tout va très bien. Tout va très bien. Bravo, Jacques. Vermus, bonjour. Salut Laurent, salut à tous. Bonjour. Bonjour les amis. J'espère que vous avez du lourd, que pendant tout ce week-end vous avez enquêté. Bah j'ai fait que ça pour vous, vous savez j'ai une mission et je l'assume et je l'assumerai jusqu'au bout s'il le faut. Hein. Jusqu'à la mort. Il paraît que vous avez même des scoops sur Philippe Geluck. Ah oui, alors, écoutez, il m'a appris une chose amusante dont on va parler. Il est près de vous, Philippe Geluck? Il est en face de moi. Je suis tout oui. Donc j'ai pas intérêt. D'ailleurs, vous pouvez raccrocher, il va nous le dire lui-même. Bah, oui, c'est vrai d'ailleurs. Mais non, mais vous le savez peut-être pas. Et ça m'a beaucoup amusé. Il en a fait des choses dans sa vie, Philippe Geluck. Hein. Peut-être que lui-même ne le sait pas. Ouais, mais il vient d'être mandaté par la loterie nationale belge pour faire un billet de grattage et on va pouvoir gratter le chat.
C'est vrai ou pas? C'est vrai, ça sort en avril. Et d'autre part... On pourra gratter aussi en France, non? Oh bah si, parce que vous pouvez acheter, c'est juste votre truc, mais après c'est moi qui vous devez m'envoyer moi pour toucher le pognon en Belgique. Ah oui, mais c'est un jeu belge, c'est pas la française. Non, des bien jeux. sûr, mais vous me rendez les billets gagnants, vous me donnez de l'argent. Je vais en Belgique, j'en achète pour vous, je vous les ramène, vous les grattez. Il y a des gagnants, vous me les rendez, je vais en Belgique, je vous ramène le pognon. Et d'autre part, puisqu'on est avec Guy-Luc, Laurent, sachez qu'avec un peu de chance, on devrait voir dans quelques temps le premier dessin animé du chat. Vous voyez que je vous apprends des choses sur votre ami que vous ne savez pas. C'est vrai ça. Ah là, là je n'en sais rien. C'est-à-dire que oui, il y a des producteurs qui sont là, qui rôdent et qui me demandent de signer des trucs. Je sais pas, on verra. Anne Bitton, la journaliste qui a fait ce livre sur Cécilia. Alors, vous savez, il y a une chose incroyable. Elle s'est vue refuser à 2 reprises l'accréditation pour les voyages présidentiels. C'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal dans l'absolu, même si elle a été très critique dans le livre, si elle a dit des choses qu'on doit pas dire. Bon. Alors, pour contourner ce veto, elle a trouvé une solution. Elle vient de s'inscrire à l'association de la presse présidentielle. Et quand on fait partie de cette association très prestigieuse, il est difficile de vous voir interdire votre présence dans les voyages officiels. Vous êtes invité d'office. Ne parlez pas trop fort parce que Pierre est en train de s'endormir, Paul. Pas du tout, écoutez, vraiment. Écoutez, il parle en dormant. Maman, donnez-lui un coup de coude dans ces cas-là. Enfin, faites quelque chose. Dans les côtes? Oui, voilà. Non, chez nous, on respecte les personnes âgées. Enfin, écoutez, franchement. Ce qui est drôle, Joséphine Baker aujourd'hui. Joséphine Baker. Il dormait pas, c'est la preuve. Hein. Le grand déjeuner des comédiens. Ah oui, alors ça, c'était formidable. C'est au restaurant du Crillon, les Ambassadeurs. Ouais. Et le patron, qui s'appelle Gérard Perse, avant c'était propriétaire d'un groupe d'hypermarchés. Il a tout vendu pour s'installer à Saint-Émilion. Il a racheté un premier grand cru classé, qui est le Château Pavie, on peut le citer. Et pour fêter ses 10 ans à la tête de ce premier cru classé, il a une idée tout à fait originale. Il a invité que des comédiens qui se sont fait remarquer d'une façon ou d'une autre par l'année 1998, qui est l'année où il a acheté ce cru. J'étais là en tant qu'observateur extérieur. Et parce que vous étiez fait remarquer en 98? Non, je me suis pas fait remarquer en 98, mais il fallait bien quelqu'un pour parler de cette soirée. C'est surtout des footballeurs alors qui étaient là, non? Non, que des comédiens, Laurent. Il y avait Pierre Arditi. Ouais. Parce qu'en 98, c'était le célèbre film d'Alain Resnais. Il y avait Stanislas Méhard, Nettoyage à sec. Bon, il y avait Claude Chabrol. Il y avait l'omniprésent François Berléand. C'est un drame de la misère, ce truc-là. Il faut le payer plus cher, les comédiens. Il y avait Clovis Ils sont pas obligés dans des trucs comme ça. Enfin, c'est oui, et puis il y avait des très jolies filles. Oui, il y avait Barbara Schulz, Mathilde Amet, Alice Taglioni. C'était absolument étonnant. La cuisine était absolument éblouissante. Petit Renaud, qui était là, nous a fait une explication de texte. Hein. C'était du top, vraiment. Hein. Ça se passe où? Ça se passait au Crillon, aux Ambassadeurs. On a dégusté des choses insensées. Hein. Vous êtes vraiment à tous les dîners, tous les endroits où on peut bouffer. Non, là, j'y vais pour vous, Laurent. Moi, ça m'amuse pas d'y aller. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis tous les jours à table. Moi, j'y vais pour vous faire plaisir. Il y a une info, là, je crois, qui va vraiment intéresser tout le monde autour de cette table. Je crois, on peut le dire, c'est le scoop du jour. Non. Si. Si. La création de l'Académie du steak tartare. Moi, je vous jure que c'est vrai. Alors, il faut savoir, il y a une date. Le 21 juin à 12h30 très précise. Sur la plage. 21 juin, mais c'est pas tout de suite. Attendez, vous allez voir. Le 21 juin 2007 à 12h30 sur la plage de l'Aqua Club à Saint-Tropez est née l'idée d'une académie du steak tartare. Et alors bon, vous allez pouvoir y aller parce que c'est le 1er avril, juste à côté de chez vous, au Moulin Rouge, que sera lancée officiellement cette académie. Alors c'est une idée des frères Collaro, hein. Faut rendre à César ce qui est à César, hein. Alors c'est le tartare sous toutes ses formes, Laurent, hein. Il n'y a pas que le tartare de viande, il y a le tartare de poisson, de légumes, faudrait savoir. L'Académie du steak tartare, steak c'est steak. Oui, mais il y a steak tartare de poisson, Laurent. Qui aime le steak tartare? Alors bon, vous avez des spécialistes dans un premier temps. Vous connaissez le petit cuisinier qui a du talent, Yvan? Oui, bien sûr, Yvan. Yvan des steaks? Qui était avant... Jean Mermoz.
sérieux, là. Bon, vous aurez Pétrosian, parce que Pétrosian a inventé le tartare de bœuf au caviar, c'est pas une blague, hein. Ah oui. Ah oui, vous avez, bon... Lui, dès qu'il peut mettre du caviar dans quelque chose, il invente, hein. Le sandwich au caviar, il l'a inventé aussi, hein. Le saucisson au caviar aussi, il a fait. Alors vous avez Marc Menot, Michou, Jean-Pierre Vigato, Apicius. Mais là, Attendez, c'est intéressant, là. Oui. Dites-moi un peu les noms des vedettes qui font partie de l'Académie du steak tartare. Pétrosian. Oui. Marc Menot. Marc qui? Marc Menot. Menot. Eh oui, de Vézelay. Bien, Pierre, c'est bien. Ça fait plaisir au C'est un moins cuisinier quelqu'un. C'est très bien. Oui, Marc Menot, très connu. Il a été obligé de fermer, il a racheté. Il a réouvert ce C'est un filiale. grand génie, Marc Menot. Oui. Alors, il a réouvert. Il y en a un autre là qui nous intéresse. Qui d'autre? Vous avez Monsieur Michou, vous connaissez? Monsieur Michou. Monsieur Michou, il aime le tartare. Quel rapport il a avec le steak tartare? Bon, il n'en sert pas dans son cabaret, mais il aime bien quand de temps en temps nous déjeunons ensemble. C'est ce qu'il prend. Donc c'est un passionné de ce plat. Il n'en prend que à la closerie des Lilas. Exactement. Je voulais pas faire de pub, vous voyez, hein. Alors Laurent, pour votre culture personnelle, le tartare il se décline, Laurent. Vous avez le tartare de Saint-Jacques. Toi aussi, tu déclines. Vous n'allez pas nous faire un cours sur le tartare à cette heure-ci? Mais Laurent, si, le tartare de Saint-Jacques au gingembre. Mais non, vous avez vu l'heure. Il est un peu tartare. Pour ça. Le 6e anniversaire du Stringfellow. Voilà. Alors, ça, c'est bien, le Stringfellow. C'est quoi? Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire parce que vous savez pas tout. Peter Stringfellow, c'est un homme d'affaires. Ouais. Il est très célèbre en Angleterre. Ouais. Il possède 2 Stringfellow à Londres. Et il en a ouvert un à Paris il y a 6 ans. Et il va fêter donc le 6e anniversaire le 2 avril. Mais c'est quoi un Stringfellow? Alors attendez, c'est son nom, un Stringfellow. C'est Peter Stringfellow, il a donné son nom à un établissement un peu particulier qui se trouve avenue des Ternes, en lieu et place de l'ex-Niels. C'est à la fois un restaurant et un cabaret de table dance. Oh là là. Table dance. Fais celui qui connaît pas, tiens. Alors, vous avez 260 places assises, vous avez une cinquantaine de tables. Hein. La clientèle est très business. Vous avez une vingtaine de danseuses. Il y a Pierre qui rit quand vous dites la clientèle est très business. Pourquoi, Pierre? C'est plutôt les gonzesses qui sont très business, non, là-bas? Non, je vais pas dans des endroits mal fréquentés. Non. Alors, je vous explique un petit peu. Vous avez des jeunes filles qui vont se dénuder, mais simplement topless devant vous. Des jeunes filles, hein. Des jeunes femmes, quoi, des danseuses, hein. Alors donc, vous dînez tranquillement. Vous mangez votre steak tartare. Il y a une dame qui monte sur la table et tu bouffes votre steak tartare, tout d'un coup, il y a 3 gonzesses à poil qui viennent t'emmerder. Et puis elles viennent avec des strings et vous dites, oh, des paupiettes. Alors attendez, dans ce restaurant, elles sont juste dénudées, mais enfin pas complètement dénudées. Mais au Stringfellow, il y a aussi des salons privés. Alors vous dînez tranquillement, et là, ces jeunes filles qui sont vraiment très jolies, hein. Vous avez le droit au nu intégral. C'est ça, c'est stop ou encore, quoi. Le 80e anniversaire de Gilles Vigneault. Alors bon, Gilles vient à Paris, il est arrivé à Paris en fin de semaine dernière. À la fois pour 2 choses, il sort un livre de recueil de textes, hein, qui s'appelle Les gens de mon pays, et puis il va faire une grande tournée en France. Mon pays, ce n'est pas mon pays, c'est Bon, pardon, excusez-moi. Alors, ceux qui se moquent de Gilles Vigneault, je peux leur casser la gueule tout de suite ici, voilà. Tellement que c'est bien, Gilles Vigneault. Alors donc, il y a eu un petit pot. Ton petit poignet sur mon bras. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est ça que vous avez chanté. On soit plusieurs pour qu'ils nous cassent la gueule. Il y a combien 80 ans qui viennent? 80 ans. Alors il a fêté ça à la résidence privée du délégué général du Québec. Et il y avait un gâteau en forme de partition. Et tous ses vieux copains étaient là. Guy Béard, Marcel Amont, à part ça? Ah ouais, c'est juste, hein, ils ont été de leur chansonnette. Vous voulez la suite? Il y avait Hugues Offray, il y avait Guy Béard, il y avait Anne Sylvestre, donc ils ont tous été de leur petit couplet. Et puis il y avait aussi la petite Karine Reggiani, qui est la fille du regretté, hein, Serge, voilà. Faut savoir que c'est grâce à Serge Reggiani que Vigneault a pu faire carrière en France. Ils sont cons, je trouve que pour son 80e anniversaire, plutôt que de l'inviter à l'ambassade du Québec, parce qu'il doit en avoir ras-le-bol du Québec, il l'aurait invité au Stringfellow. Dans un petit salon privé. Dans un petit salon privé. Je pense que pour son 80e anniversaire. Venez manger un petit tartare de morue. On n'aurait pas pu faire mieux. Bon, il faut leur dire des trucs comme ça. Non, bah écoutez, là, finalement, je vous ai apporté des choses très singulières, très anecdotiques, mais très originales, Laurent. Anecdotique, c'est le mot, mais ça ne nous empêchera pas de nous retrouver cette semaine. On vous embrasse, Paul Vermus. Bye bye, Paul. À demain à 16h.
Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.